Donc, par laisser la parole à Julie Tessiot, direction de l'environnement, la prévention des risques d'Orléans Métropole. Julie Tessiot, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Donc Julie Tessiot, je suis responsable effectivement du service environnement développement durable au sein d'Orléans Métropole. Je vous prie de bien vouloir excuser notre élu, Monsieur Valliès, qui est vice-président à l'aménagement durable, à la planification urbaine et à la stratégie foncière, et qui n'a pas pu être présent avec nous ce soir. Mais j'en profite voilà, pour remercier nos différents intervenants et tous les participants qui se sont inscrits pour ce temps d'échange. Qui fait partie intégrante des assises de la transition écologique d'Orléans Métropole. Donc vous êtes inscrits ce soir, donc vous avez eu l'occasion de passer certainement sur notre site internet de la transition écologique, des assises de la transition écologique. Les assises, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, hein, ce sont 4 mois d'échange et de partage sur le territoire d'Orléans Métropole avec les différentes parties prenantes du territoire. Avec des événements, des animations pour montrer ensemble ce qui marche, créer des solutions concrètes et tout ça autour de 9 thématiques donc qui sont représentées là et dont la ville durable fait partie. Ces 4 mois d'échange et de partage, du coup, on se découpe en 2 grandes phases. Une première phase dite apprenante, autour de laquelle on va pouvoir échanger, apprendre sur les différents thèmes liés à la transition. Qui va permettre aussi de nous préparer à la deuxième phase, phase de construction, où cette fois-ci, il sera plus question d'explorer les solutions pour le territoire, de construire ensemble. Cette phase de construction, du coup, se déroulera voilà, sur le calendrier que vous avez sur mars-avril 2021, et l'objectif, c'est de pouvoir aboutir à une synthèse des solutions et des propositions construites ensemble avant une restitution, du coup, donc, fin de printemps. Et donc, l'ensemble de nos ressources qui sont sur le site transition.orléans-métropole.fr et que vous pourrez retrouver notamment les liens vers les webinaires, puisque en effet, M. Labro a précisé que les webinaires sont enregistrés, et puis différentes ressources documentaires. Merci, Julie Tessiot. Je vais laisser la parole donc à Ariela Masboudji pour une intervention d'une vingtaine de minutes sur quel espace public pour une ville désirable. Ariela, vous avez la parole. Merci, bonsoir à tous. Alors, ne sachant pas très bien quel est votre contexte, je suis sûre que l'intervention ne sera pas complètement adaptée, mais c'est à peu près ce que je pouvais proposer suite à la demande de Philippe Labro. Alors moi, je viens vraiment de ce projet urbain. J'ai monté un programme important au sein du ministère là-dessus. J'ai écrit beaucoup de livres, exploré des expériences étrangères et françaises. Et ma définition du projet urbain est clairement le lien entre les hommes, le lien entre les espaces, le lien entre les fonctions. Et vous voyez à quel point ça peut résonner dans le contexte actuel où ces liens sont distendus, en particulier dans les périphéries des villes et que dire encore des espaces plus éloignés. Alors, ce lien, il s'établit par l'espace public, bien évidemment, et parce que c'est l'espace du lien par excellence. Et c'est l'espace public qui crée l'identité, les lieux de rencontre, la perméabilité, et ce qu'on appelle la ville passante. La ville passante, c'est une expression qui a été proposée par David Mangin, justement pour lutter contre la ville qui n'est pas passante, hein, la ville des impasses, la ville de l'urbanisme de secteur qui est la ville que nous produisons et que nous continuons à produire aujourd'hui. Et puis l'espace public, c'est l'embellissement de la ville, et on a vu à quel point c'est lié, et je crois qu'Orléans est bien placé à cet égard, est lié en France au passage du tramway qui a été l'occasion de reconfigurer l'espace public. Alors, nous sommes quand même encore extrêmement loin de ce qu'il faudrait faire concernant la voiture. Donc, je vais un petit peu avancer dans la présentation. Voilà. Donc, faire la ville de l'espace public, c'est faire une ville marchable. Une ville marchable, ça n'est pas du tout une ville sans voiture. C'est une ville qui privilégie les modes doux et qui privilégie le piéton et qui n'est pas dessinée pour la voiture. Or, nous continuons à dessiner la ville pour la voiture et c'est une chose totalement évidente dont on est loin d'être sorti. Donc moi, j'insiste beaucoup dans le travail que je fais sur la différence entre la pensée et l'action. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le passage à l'acte et
qu'est-ce qui se heurte à ce passage à l'acte et comment on peut le surmonter. Alors, et faire la ville de la mobilité, c'est de ne plus dessiner la ville pour la voiture sans pour autant exclure la voiture. Ce que je vous montre ici, c'est un espace public dessiné par l'équipe Jan Gehl à Copenhague. Et comme vous voyez, tout le monde circule, mais ça n'est pas, les voitures ne sont pas exclues, mais l'esthétique de l'espace public n'est pas celui de la voiture, et ça n'est pas celle de la voiture, et ça me paraît tout à fait essentiel. J'insisterai sur le fait que le vocabulaire de la route a marqué, continue à marquer l'urbain, y compris dans l'écriture de détails. Donc, cette évolution significative que nous recherchons de la configuration de l'espace public qui n'est pas dessiné pour la voiture commence à se faire dans les centres-villes, mais nous en sommes extrêmement éloignés dans les périphéries. On passe à l'image suivante. Et justement, je voulais mettre en avant cette expérience que vous connaissez tous, qui est celle de Barcelone. Barcelone, c'est la Mecque de l'urbanisme, surtout donc depuis les années 80-90. Au sortir de la dictature, Barcelone a inventé un projet urbain fondé sur la reconfiguration de l'espace public. Et ce qui est important, c'est que l'espace public à Barcelone, ça n'était pas que les places, les rues, les parcs. C'est aussi les infrastructures, ce que je vous montre ici. Même le périphérique urbain, les images qu'on voit à droite, ont été reconfigurées avec des arbres, avec des passages extrêmement urbains entre les voies supérieures, je dirais, et le périphérique. Mais surtout, je n'ai pas le temps de vous le raconter, mais la vie à Giulia est une sorte de performance incroyable pour inclure les infrastructures dans un projet à dominante piétonne, à dominante de plaisir urbain. On passe à l'image d'après. Alors, ça, c'est un des multiples espaces que Barcelone a su créer. Il est plein d'enseignements. C'est celui que j'aime le plus, le parc del Clot. D'abord, il faudrait dire que Barcelone est arrivé à reconfigurer 40 espaces publics en 4 ans. Moi, à l'époque, je travaillais à Marseille, à l'agence d'urbanisme, je dirigeais l'équipe aménagement, et on faisait des projets de même nature, et on n'y arrivait pas, parce que le pouvoir politique ne nous accompagnait pas, les services techniques non plus. Et allant voir Barcelone, j'étais hyper jalouse, parce que je me suis dit, mais bon Dieu, ils font exactement ce qu'on a envie de faire, mais on n'y arrive pas. Alors, comment ils y sont arrivés? Je pense que c'est important que je vous le raconte. Ils y sont arrivés d'abord parce que Barcelone, c'est une ville intellectuelle, c'est une ville qui a des architectes urbanistes remarquables et qui, pendant le temps de la dictature, avait déjà pensé son projet de reconfiguration et qui a été mis en œuvre grâce aux Jeux Olympiques. Mais ils ont commencé par l'espace public parce que c'est ce qu'il y a de moins cher à faire. Et ça, il faut le dire. Hein, alors, tout le monde pense que Barcelone a reconfiguré l'espace public en anticipant le fait que l'aménagement de l'espace public entraînait l'aménagement privé. En fait, moi, je connais bien les édiles de Barcelone de l'époque. Ils m'ont dit, ben non, en fait, on a été surpris. On a été surpris que l'argent qu'on a mis sur l'espace public, on l'a trouvé au multiple. Il s'est démultiplié sur l'espace privé. Alors, le parc des Clos dit beaucoup de choses. Il dit en particulier la prise en compte de l'existence. C'est une ancienne usine qui a été traitée comme une archéologie urbaine, mais qui assure le passage partout. C'est-à-dire que ce ne sont pas des espaces clos, on peut toujours entrer. Et ce qui est tout à fait essentiel, c'est que chacun trouve sa place dans l'espace public. Il n'y a pas de cloisonnement et en même temps, c'est une offre d'usage absolument multiple. Et ce qui est formidable, c'est la durabilité dans le temps. Quand on parle d'écologie, quand on parle de durabilité, on ne parle pas assez de ça. On ne parle pas assez de l'esthétique durable et on ne parle pas assez de ce qui tient dans le temps au niveau de l'esthétique, au niveau des matériaux, de la réalisation que nous avons fait et au niveau des usages. Alors moi, chaque fois que je vais à Barcelone, je vais revoir le parc del Clot et chaque fois, je vérifie que ça marche. Image suivante. Alors, vous voyez, Barcelone, d'abord, ça, c'est une image récente. C'est juste pour dire que depuis des décennies, les pouvoirs politiques se sont succédés à Barcelone et pourtant, le fil conducteur de la ville par l'espace public est demeuré. Barcelone a toujours été à gauche, puis a eu un petit passage à droite, et aujourd'hui, c'est le 2e mandat d'une équipe citoyenne de la société civile issue des indignados, donc des indignés. Alors, quand même quelques mots sur comment Barcelone y est arrivé.
Oriol Bohigas était adjoint à l'urbanisme, vous savez qui c'est un très grand architecte urbaniste, légendaire. Il a créé une équipe espace public avec les meilleurs étudiants des écoles d'architecture. Et il leur a dit, vous allez signer votre travail. Il y a des projets qu'on va mettre au concours, des projets qu'on va confier à des très très grands concepteurs. Il y a beaucoup de choses que vous allez dessiner et vous allez les signer. Ce qui est une chose formidable parce que ces jeunes urbanistes, finalement, quand ils sont partis de la ville, ils avaient un CV. Alors que, bon, je crois que beaucoup d'entre vous travaillent pour la ville, tout ce que vous avez fait pour une ville n'existe pas, n'est pas dans votre CV. Et je trouve que c'est extrêmement, extrêmement malin. Par ailleurs, c'est la qualité du projet qui prédominait dans les arbitrages entre services. Ça, c'est essentiel. Je pourrais plus vous parler de la ville de Lyon, de la métropole de Lyon, qui a eu un dispositif différent, mais d'une nature assez semblable. Ce que je vous montre là, c'est une réalisation extrêmement récente sur la Plaza de las Glorias, qui est une place importante qu'ils refont pour la 3e fois. Et dans le fond, c'est un ancien marché aux puces qui était, enfin c'est toujours le marché aux puces, mais c'est un marché aux puces assez moche et bon, qui n'aurait pas survécu. L'architecte en chef de la ville a dit c'est une activité formidable qu'il faut garder. Donc il lance un concours et on réalise cette chose assez extraordinaire que vous voyez à droite de l'intérieur et à gauche de l'extérieur. Mais vous voyez l'immense plateforme piétonne avec des parasols, des chaises longues d'usage libre. Juste pour votre information, Barcelone, par rapport à Madrid, j'ai aussi travaillé sur Madrid, la différence est incroyable parce que à Barcelone, si on prend les rues, les parcs et les places, c'est 50% de la surface de l'espace public, enfin des routes si on veut. Alors qu'à Madrid, c'est l'espace piétonnier, dominante piétonnière, c'est 20% de l'espace collectif. Et Barcelone avait l'ambition de baisser encore, et on va le voir dans l'image d'après. Effectivement, avec ce qu'ils appellent les super ilias, c'est-à-dire les super îlots, ils pensent y arriver. Pour l'instant, ils en ont réalisé 2. Le super îlot, c'est dans la trame de Cerda. C'est en fait 9 îlots dans lesquels il n'y aura pas de circulation automobile, sauf pour des urgences absolues. Et vous voyez s'installer la vie dans ces îlots. C'est un modèle qui aspire beaucoup de villes aujourd'hui, mais Barcelone peine quand même à avancer sur ce sujet. On continue. Alors, refaire la ville par l'espace public, ça demande du courage politique. Là, je vous montre Lisbonne. Lisbonne était la ville la plus accueillante à la voiture que vous puissiez imaginer. Le maire nouvellement élu, et élu juste pour 2 ans parce que en fait, il se substituait à une équipe défaillante, a eu le courage de faire un schéma directeur extrêmement ambitieux en termes de réduction de la place de l'automobile et décide de piétoniser la place principale de la ville. Alors, le maire de l'époque, António Costa, est actuellement Premier ministre au Portugal et c'est Premier ministre extrêmement apprécié au niveau européen. Alors, en tant que maire, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux et ambitieux. Tout le monde lui a dit « Tu vas te casser la gueule, tu ne gagneras pas les prochaines élections. » Et bien, pas seulement il les a gagnées, mais il les a gagnées avec majorité. Alors que dans sa première mandature courte, il était associé, il était obligé de faire des alliances avec les autres groupes. C'est dire que le courage politique paye. Mais au départ, c'est très dur parce qu'évidemment, il y a une opposition de la population et aujourd'hui, c'est un espace magnifique. Mais il n'y a pas que ça à Lisbonne, c'est l'ensemble de la ville qui se reconfigure et en particulier le rapport à ce fleuve magnifique et le Tage. On va voir l'image d'après. Alors là, je ne sais pas, je suis passée d'un coup, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas vous montrer davantage Lisbonne. Pour vous montrer New York, parce que New York nous a montré aussi une action très, très intelligente, très souple et très bon marché, bizarrement. C'était le mandat de Bloomberg et aujourd'hui, le maire actuel poursuit la même politique, peut-être avec un peu moins d'ambition. Donc l'objectif était de réduire sensiblement la place de la voiture, de donner beaucoup de place aux piétons et aux vélos, avec des moyens relativement limités et aussi en testant des choses. Là, ce qu'on voit,
c'est la manière de gagner des délaissés de terrain. Ça veut dire que quand la voirie prend beaucoup plus de place que ce dont elle a vraiment besoin pour la circulation des voitures, donc ces espaces étaient récupérés, peints rapidement à la chaux, avec des chaises volantes et des parasols. Et vous voyez la vie s'installer sur l'espace public. Je pourrais vous montrer plein d'images comme ça, mais on s'arrêtera là sur ce thème-là. On continue. L'espace public de Manhattan reconfiguré déjà, donc on n'est pas avec le Covid ou avec les coronapistes, mais on y était déjà. C'était déjà l'objectif de faciliter grandement la place du vélo et du piéton et de réduire la place de la voiture. Donc l'espace public se reconfigure. On continue. Et bien sûr, avec cette réalisation exceptionnelle qui est la High Line, on a pu voir comment la création d'un espace public exceptionnel devient un monument dans la ville, un lieu d'usage et un lieu de tourisme. Ce qui est formidable dans cette opération de la High Line, donc je ne vous raconterai pas le montage qui est assez étonnant quand même, parce que la ville ne paye pas tout. Ne paye pas tout. Il y a un accord avec les associations qui se sont battues pour le maintien de cette voie aérienne et un partage de la gestion. Et la ville a pu aussi densifier un peu autour de cet espace avec quelques bâtiments qui permettent d'accéder à l'espace, à la rue ou au métro. Ce qui est formidable dans la High Line, c'est aussi d'avoir la ville en spectacle, d'avoir des points hauts, des promenades hautes. À Paris, nous avons ça avec la promenade plantée. Ce sont des choses absolument exceptionnelles qui créent du plaisir en ville et qui aussi donc, créent des lieux de promenade sans voiture, mais en même temps avec la vue de la ville et le voisinage avec la voiture. On continue. Alors Nantes, bien sûr. Nantes, bien sûr, sur l'espace public. Et là, je vous montre surtout un travail très poussé qui a été fait sur l'île de Nantes. L'île de Nantes, c'est une île, une ancienne île, qui est très proche du centre-ville, dont le précédent maire, Jean-Marc Ayrault, souhaitait faire le centre de la métropole, la nouvelle centralité. Et accompagnés par Alexandre Chemetov, ils ont inventé un projet très étonnant qui est en fait préfigurateur de ce qu'on doit faire, de ce qu'on va faire. Mettre l'accent sur le recyclage urbain et considérer que l'existant est un atout. L'existant est certainement un atout. Moi, je prépare un livre sur un sujet, enfin, il est écrit, il doit sortir au mois de juin, et c'est un nom tout à fait non orthodoxe, puisque ça s'appelle la ville patiente. C'est contre la ville générique. Parce que les espaces urbains que nous produisons sont en général extrêmement ennuyeux, et il est extrêmement difficile de demander autour de vous quels sont les quartiers qui vous évoquent, les quartiers nouveaux, qui vous évoquent des émotions, comme vous pouvez avoir dans les villes historiques. Et bien, vous verrez que la plupart de vos interlocuteurs seront assez secs. C'est vrai que préserver l'existant, ça vous permet de marier les âges de la ville. Et puis, bien sûr, ça va dans le sens du développement durable, puisqu'on arrête de démolir bêtement. Ce qu'on voit ici, c'est le hangar aux bananes dans l'île de Nantes, où les hangars ont été maintenus, reconfigurés avec des lieux d'exposition, mais aussi des lieux de restauration, des lieux de promenade, et une œuvre d'art exceptionnelle qui met en scène ce paysage. Continue. Alors, le recyclage, c'est un mode de vie à Nantes. En particulier, ces grandes usines magnifiques, Alexandre Chemetov les a évidées. Et je lui ai demandé à l'époque, qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Il m'a dit, je n'en sais rien. Parce qu'une fois qu'elles seront évidées, elles vont donner envie de faire des choses. Et en effet, là, on voit l'équipe... on voit s'installer les machines de l'île de Nantes. Donc, c'est cet éléphant extraordinaire qui se promène avec des espaces publics qui accompagnent cette reconfiguration. Et c'est une attitude complètement générale dans l'île de Nantes. On continue. Alors, vous voyez le type d'espace public qui est produit. Ce travail très fin du rapport à la Loire,
qui ailleurs à Nantes n'existe pas. C'est-à-dire la Loire est protégée par des estacades très, très lourdes. Alexandre Chemetov a très bien étudié les pentes de façon à donner la vue à tout le monde, qu'on se promène le long des chemins ou qu'on soit sur la promenade verte. Et à gauche, vous voyez l'école d'architecture de la Caton-Vassal. Et le petit morceau bleu, là, ça me permet d'intégrer ce sujet que je n'ai pas le temps de développer, c'est l'art dans la ville. Alors, c'est en fait une œuvre d'art éphémère, a priori, qui fait partie de la Biennale d'art contemporain de Nantes, qui produit des œuvres tous les 2 ans, donc ça s'appelle maintenant Voyage à Nantes, dont la plupart sont éphémères et certaines pérennes. Celle-ci devait être éphémère. In fine, elle a été adoptée complètement par les usagers. Elle est devenue le café de l'école d'archi, ce qui est formidable. Donc, vous voyez un petit peu cette capacité aussi de marier le réaménagement d'un territoire avec un espace public généreux, source de plaisir continu. Mais à Nantes, on ne s'est pas occupé que des parcs et des espaces verts, mais aussi des busways. Alors, je ne sais pas si vous faites chez vous des busways ou si vous en voyez beaucoup. Moi, je suis toujours effarée par l'horreur que ça représente parce que ce sont des marais de béton. Et Alexandre Chemetov, alors vous voyez à droite ce que c'était en bas, et puis à gauche ce que c'est devenu. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été traité comme une voie tramway, ce que nous ne faisons pas. On poursuit. Je ne peux pas oublier de parler des rez-de-chaussée quand on parle de l'espace public, parce que l'espace public est accompagné de façades. Alors, comment on fait pour faire vivre des rez-de-chaussée vivants? C'est de plus en plus compliqué. Et si vous discutez avec le grand spécialiste du commerce en France, qui est Pascal Madry, il vous dira que c'est encore plus compliqué depuis la pandémie et qu'on est un peu pression maintenant, qu'on ne pourra pas avoir des rez-de-chaussée commerciaux aussi importants que ce qu'on avait. Donc, il va falloir être beaucoup plus inventif. Et à mon sens, bon, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, produit un livre sur les rez-de-chaussée. Il ne faut pas imaginer seulement des rez-de-chaussée vivants qui soient commerciaux, mais des rez-de-chaussée vivants qui peuvent être simplement transparents. L'entrée de l'immeuble, ça peut être la cafétéria d'un immeuble de bureau, ou bien pour une université, peut être la bibliothèque, c'est-à-dire des pièces vivantes en façade. Et en ce qui concerne les alignements commerciaux, il va falloir jongler entre l'artisanat des locaux associatifs et du commerce, parce que le commerce linéaire sur la ville va se réduire. Donc là, je vous montre Paris-Rive Gauche, où l'aménageur avait fait un travail considérable sur cette question des rez-de-chaussée. En fait, avait acheté la totalité des rez-de-chaussée commerciaux, parce que le souci, c'est que les commerces ne s'installent pas quand les habitants ne sont pas là et quand on est en chantier. Donc, ils les ont portés et réattribués au type de commerce qu'ils souhaitaient. Je poursuis. Ici, on voit, toujours sur ce thème du rez-de-chaussée, mais aussi de l'espace public, l'opération de Paris-Batignolles, dessinée par François Créter avec comme paysagiste Jacques Tinosti. Donc vous voyez à droite le parc qui est magnifique et notamment pendant toute cette période de pandémie, les gens ont découvert à quel point c'était essentiel de se ressourcer, d'être dehors. Et c'est également un parc, un peu comme le parc d'Elclot, qui s'offre à tous les usages. Et il ne faut pas oublier l'importance du parc pour les questions de santé. On en parle de plus en plus. Marcher, être dehors, avoir des activités sportives, c'est tout à fait essentiel. Alors, François Créter, quand il a conçu l'opération de Batignolles, a imaginé des R+1 transparents et qui ne sont obligatoirement pas du logement et qui sont obligatoirement vivants, qui peuvent être des locaux associatifs, des activités et des commerces. Et ça donne aussi une unité paysagère à cette opération qui est très intéressante. On poursuit. Mais l'espace public, ça peut être aussi le lieu d'accueil de la création d'énergie. Ici à Madrid, c'est une jeune équipe, Ecosistema Urbano, qui a installé plusieurs arbres technologiques au sein d'une grande opération d'urbanisme en périphérie de la ville. Ces arbres technologiques produisent de l'énergie avec du solaire et cette énergie
et permet aussi de faire de la brumisation en été et permet de réduire les coûts d'énergie dans l'opération. Donc, et en même temps, créer un lieu de rassemblement, en fait, je n'ai jamais vu ce type d'opération ailleurs et pour l'avoir visité de près, je vous assure que c'est assez intéressant. On poursuit. Alors, l'espace public, ça me donne aussi l'occasion de parler de l'accueil d'initiatives. Faire des espaces publics inattendus, faire en sorte que les gens se retrouvent, qu'il y ait de la convivialité. Ça naît souvent de programmes qui ne sont pas les programmes que les urbanistes, ou que les aménageurs, ou que les collectivités ont inventés. Ce que je vous montre là, c'est une opération qui s'appelle LX Factory à Lisbonne et qui est maintenant un must touristique aussi. C'est un peu le problème, c'est que quand les espaces marchent trop bien, ils sont envahis par les touristes. En l'occurrence, l'aménageur privé qui avait acheté ce territoire devait démolir l'existant et faire une opération d'urbanisme. Puis, Lisbonne a vécu des crises financières monumentales et donc, c'était plus possible de le faire. Et il a transformé son idée pour faire un lieu atypique avec des coworking, avec des tiers-lieux, avec des espaces improbables. Et du coup, ça crée un lieu de rencontre entre différentes couches de la population, différentes strates, à différentes heures de la journée, qui est assez exceptionnel. Donc moi, je plaide beaucoup pour ce que j'ai pu découvrir un peu partout en Europe, et notamment en Europe du Nord, sur l'accueil d'initiatives qui permet d'avoir des programmes exceptionnels, qui sont des lieux de vie, des lieux de cohésion sociale. On poursuit. Je crois que tout le monde connaît cette opération à Bordeaux, Darwin. Moi, j'avais visité en chantier et j'étais épatée. Là aussi, c'est une initiative d'une petite équipe de communication qui a eu envie de faire une opération urbaine sur un territoire patrimonial. Et ils ont obtenu des conditions particulières de la ville à cause de l'intérêt de leur projet. Et ils ont monté un programme très improbable également de coworking, de tiers-lieux, qui est devenu aussi un must dans la ville, avec un énorme effort sur les questions durables, d'économie d'énergie, de sobriété, etc. On passe. Et à Paris, par exemple, j'avais observé l'occupation temporaire d'un lieu en face de l'église Saint-Ambroise. C'est un futur parc. En attendant de faire le parc, la ville a cédé l'usage de ce lieu à une équipe d'urbanisme transitoire qui s'est proposée de le faire. Et d'une certaine façon, ça a initié l'habitude de fréquenter ce lieu. Continue. À Berlin aussi, c'est un accueil d'initiative où il faut dire qu'à Berlin, la ville était complètement ruinée cette dernière décennie et n'était plus en mesure de rien mener. Donc l'accueil d'initiative a été vraiment le nouvel ADN de la ville. En l'occurrence ici, ce sont des militants de l'écologie, notamment en termes d'agriculture, qui ont eu la concession de cet espace, donc ils ont fait un jardin assez exceptionnel, Princess Garden, où ils expérimentent des plantations bio, des cours de yoga, des usages multiples. Je dois dire pour une population un peu plus bobo qu'étrangère, c'est assez peu fréquent. On est dans un quartier très mixte, c'est plus fréquenté par les bobos que par les populations en difficulté, mais ça reste un programme d'un intérêt certain, programme qu'on n'aurait pas été capable d'inventer, encore une fois, avec une entrée, je dirais, collectivité locale ou urbanisme. Ça, c'est Amsterdam, même chose, accueil d'initiative. Ici, ce sont des jeunes architectes qui ont demandé une concession sur 10 ans et qui ont construit un lieu de travail et de loisirs en utilisant ces anciens bateaux sur lesquels ils ont posé leur construction pour dépolluer les sols, où ils faisaient une expérience, on ne touche pas le sol, et avec des plantations nouvelles, la plantation devait absorber la pollution du sol. C'est vous dire à quel point tout ceci est stimulant et revitalise l'idée qu'on peut se faire de ce qui peut faire convivialité, espace public. On poursuit.
j'ai presque fini. Et même, je crois que j'ai tout à fait fini. J'ai tout à fait fini. Ce que je vous ai montré, c'est dans un ordre un peu multiple, mais j'insiste sur le fait que pour arriver à penser la ville par l'espace public, il faut sortir des silos professionnels. Moi, je l'ai vécu, cette affaire de silos professionnels, je l'ai vécu à Marseille, où j'ai travaillé, mais je l'ai vécu aussi après, dans un rôle différent, dans un rôle d'observation de ce qui se passait. Et ça n'est pas une spécificité française. C'est quoi les silos professionnels? C'est qu'en fait, chacun est sur son territoire. Et l'espace public exige vraiment une coordination parfaite. Sinon, vous avez un espace public encombré. Pour désencombrer l'espace public, il faut privilégier la logique du projet par rapport à la primauté parfaite, je dirais, de chaque dimension technique. Ça ne veut pas dire ne pas prendre en considération la question de toutes les questions qui interfèrent sur l'espace public, notamment celle des réseaux, du ramassage des ordures ménagères, mais intégrer tout ceci dans un projet commun et que chacun y participe. Alors, juste pour finir, la métropole de Lyon avait trouvé la solution pour y arriver. Elle avait un maire, un adjoint à l'urbanisme qui était extrêmement sensibilisé à la question et qui pilotait lui-même l'opération. Il avait créé une équipe espace public issue de différents services techniques. Et en fait, il y avait une coordination tous les mois et chaque projet est toujours confié à des paysagistes. Et il y avait quelqu'un, un chef de projet, qui pouvait être issu de différents services et qui allait protéger son projet. Mais en échange avec les autres services pour être sûr d'intégrer l'ensemble de leurs problématiques. Et in fine, c'est la qualité du projet qui primait, mais sans oublier le dialogue nécessaire, ce qui est une des choses sur lesquelles vraiment on se casse le nez. Et si vous allez dans la métropole lyonnaise, vous serez très surpris de voir que cette culture de l'espace public a survécu, pas seulement sur les espaces exceptionnels, mais sur les espaces ordinaires de la ville. Et c'est à ça qu'on devrait parvenir. Et je m'arrête là. Merci beaucoup Ariela. Alors, merci pour cet exposé qui était passionnant. Et vraiment, moi, ça m'a fait une bouffée d'oxygène de voyager. En cette période Covid, ça m'a fait un bien fou d'aller à New York, de revoir Berlin, de revoir Barcelone. Donc, merci pour ce voyage qui était vraiment pour tout, je pense, une belle respiration. Merci beaucoup. Et ravi de vous avoir eu ce soir. Donc, je sais que vous ne pouvez pas rester avec nous. Merci de votre participation et très bonne soirée. Merci encore. Désolée de vous abandonner, mais j'ai des questions familiales qui m'obligent à vous quitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Si je peux juste me permettre, Monsieur Labro, est-ce que les participants ont bien la possibilité d'interagir sur le chat discussion et questions-réponses? Parce que je vois qu'on n'a pas encore eu de questions ou de... Je demande à Lison qui est discussion, donc si vous pouviez simplement vous en assurer. On vérifie ça tout de suite, il n'y a pas de problème. Merci de votre Et Philippe, s'il y a des questions immédiates, je peux répondre tout de suite, si nécessaire. Alors, on m'a posé la question, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question-réponse là qui apparaît, donc ça veut dire que ça marche. J'ai une question, on va prendre quelques questions, on va décaler un petit peu le programme, c'est pas très grave. Je n'ai pas envie de vous perturber, mais s'il y a des questions... Pour le moment, j'ai une question, mais je n'ai pas de texte, donc j'attends le texte. Il faut taper la question dans l'espace. Il faut taper la question dans la question-réponse, il faut taper la question. Voilà, c'est pas des questions, il n'y a pas de prise de parole verbale. Donc, je crois qu'il n'y a pas de questions qui se manifestent, donc on peut vous libérer, Ariela. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vais laisser la parole à présent à l'agence d'urbanisme Topos d'Orléans Métropole. Et je crois qu'Olivier Hervé, vous voulez dire un mot? Oui, je veux bien faire une petite introduction très rapide. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Pardon. Je vais vous faire une petite introduction très rapide, simplement pour présenter le plan de la présentation que va vous faire d'abord Nadia Arbaoui, donc responsable prospective et stratégie territoriale, puis ensuite Adrien Paget. Donc, dans un premier temps, Nadia va revenir sur les enjeux de l'aménagement de l'espace public et notamment sur les questions entre
fonctionnalité et usage qu'a très bien illustré Ariana Masbounji à l'instant. Et puis dans un deuxième temps, Adrien va concentrer la réflexion et peut-être le propos sur l'enjeu d'intégration de la nature en ville justement dans ces espaces publics et l'ensemble des responsabilités finalement qui y sont liées. Et Nadia conclura sur la co-construction. Voilà, je leur cède la parole. Merci beaucoup pour cette présentation, je vous en prie. Nadia, on ne t'entend pas? Oui, oui, ça y est, c'est réglé. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour commencer un peu par l'espace public, donc je vais juste rappeler rapidement des définitions. En fait, moi, je me suis inspirée un peu de l'ouvrage de Thierry Pacaud, donc philosophe de l'urbain, dans son ouvrage L'espace public. Et donc Thierry Pacaud, il parle de deux notions. Donc l'espace public au singulier, c'est en fait une notion un peu immatérielle, et donc il s'agit, si vous voulez, de toute la sphère de débat politique, de l'enjeu de la publicité des opinions privées, de la circulation donc des opinions. C'est donc une forme de circulation des points de vue. L'autre notion que développe Thierry Pacaud, c'est que l'espace public, donc une notion matérielle, physique, et là, en fait, si vous voulez, toute l'accessibilité à l'espace public pour les habitants qui arpentent donc le territoire, c'est en fait tous les espaces qui sont à proximité ou non de leur résidence. Et donc, l'espace public finalement matériel, il s'agit, Ariella en a parlé un peu, mais je rappelle juste dans le détail, il s'agit de trottoirs, de pistes cyclables, de réseaux viaires avec tous les à côté, de places, de parvis, de chemins et de chemins enfin, montagnards, donc de plages, tous ces espaces donc, qui sont au service d'usage de population. Et ces deux concepts, donc ces deux notions relèvent de la communication, et la mise en relation de ces deux, en fait, avec un troisième concept qui est celui des usages, des pratiques sociales et des comportements. Donc, la prochaine dia, s'il vous plaît. Et en fait, là, c'est un exemple pour montrer un peu une approche par la fonctionnalité, donc pour produire un espace public, peut finalement réduire un peu de ses usages et de l'appropriation par les habitants. Donc là, dans cet aménagement, en fait, ce qui a été privilégié, c'est plutôt la fonction déplacement et relation au bâti. Et en fait, du coup, on a relégué un peu certains services donc de proximité, tels que là en bleu, c'est la poste. Et puis donc finalement, l'espace piéton et donc les espaces résiduels, bon, ben, on est dans un espace complètement minéralisé. Et donc finalement, c'est un aménagement donc fonctionnel qui minore un peu, y compris la relation au reste des espaces publics donc environnants. La prochaine. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les fonctions et les usages donc, des espaces publics se sont multipliés et se sont diversifiés. Et donc là, en termes de fonctions majeures, on les a regroupées donc en 4 fonctions. On a la question de la proximité, donc c'est une fonction quand même importante pour les espaces publics. On a la connexion, on a les paysages et les ressources, et on a la compétitivité. Je développerai juste une des fonctions. La fonction de proximité, elle renvoie encore à d'autres fonctions qui sont finalement permettre de se déplacer et accéder aux services du quotidien. C'est aussi faciliter le vivre ensemble, la vie urbaine en toute sécurité, mais c'est aussi une proximité au reste du territoire. Et donc, la prochaine dia, s'il vous plaît. Et donc, si vous voulez, ce développement, donc cette offre de fonctions majeures conduit aussi à finalement l'espace public se réinvente en offrant plus d'usages. Et donc là, en termes d'usage, au pied de bâtiments, on peut retrouver des jardins et donc du lien social, mais aussi une sensibilisation à consommer et manger autrement.
c'est aussi de l'action éphémère où donc on sensibilise aussi au risque d'inondation. C'est aussi ouvrir un patrimoine sur une respiration dans l'espace public et l'ouvrir sur du patrimoine. C'est aussi du confort en introduisant de l'eau, du mobilier urbain. C'est aussi des événements sportifs, mais aussi de santé. Mais c'est aussi donc accueillir un festival. Donc là, c'est toutes les gares, enfin une bonne majorité de gares accueillent finalement le festival de la BD, donc qui ne peut pas se tenir à Angoulême. Et donc, on peut comme ça, il y a des grandes planches de panneaux de BD qui peuvent être consultés dans les gares. La prochaine dia, s'il vous plaît. Toujours par rapport à cette question de l'usage, si vous voulez, bon, on a un mémorial qui participe aussi à l'espace public. Donc, bon, c'est le mémorial, mais aussi un espace de jeu, de labyrinthe. Bon, c'est aussi un miroir qui aussi rappelle le lien de la ville à son fleuve. C'est aussi, bon, un miroir qui protège les jours de soleil, mais aussi qui sert à la selfie mania. Une piscine qui est utilisée pour finalement un aménagement de skateboard. Et puis du Wi-Fi, on s'installe, on travaille, on mange, on discute. Bon. Ou alors, c'est un traitement au sol de l'espace public et qui permet aussi des activités sportives et de déambulation. Voilà. Et donc, ce que je viens de démontrer, donc l'espace public se réinvente pour plus d'usages, mais aussi donc la question de la prise en compte du piéton et de ses attentes, les questions aussi environnementales. Et donc aujourd'hui, de toute manière, une approche sur l'espace public doit être une approche combinée avec bien sûr l'enjeu de l'expérimentation qui n'est pas incontournable et avec bien sûr la participation des habitants et la conception à la gestion. Toujours par rapport aux usages, l'espace public, mobilité et proximité. Donc là, c'est des images un peu de projet sur la métropole. Et donc, toujours cette question de l'espace public, les espaces libres à l'échelle de la ville. Aujourd'hui, donc, ils sont conçus d'abord pour une mobilité partagée apaisée, pour donc une place de la nature importante, mais aussi donc on partage donc la voiture, les piétons, mais aussi tous les modes actifs. Pareil, la prise en compte, si vous voulez, de la nature, mais aussi donc, toute la relation à l'écologie, au confort, et puis bien sûr intégrer le piéton et les transports en commun. Donc c'est vraiment de s'adapter aux nouvelles mobilités. Et pour finir donc cette partie de notre présentation, là c'est une image donc aussi d'un projet d'un espace public majeur qui va être réalisé sur un espace en renouvellement. Donc c'est un espace, c'est un aménagement donc avec une multi-activité, des enjeux d'évolutivité, une place de nature, mais par contre donc nous la question qu'on se pose, il est où l'équilibre et il se situe où aussi l'équilibre nature et imperméabilisation. Et donc là, je laisse la parole à mon collègue Adrien pour vous développer cette partie de la place de la nature dans la ville. Alors bonsoir à toutes et à toutes. Moi, je vais vous présenter effectivement de mon côté la place du végétal dans l'espace public, ses fonctions, les outils qui le caractérisent et son rôle à la fois en fait sur les températures et comme support de la biodiversité. Alors, les élus et les habitants, en fait, prennent conscience de l'enjeu de l'intégration de la nature dans les aménagements urbains. La nature en ville n'est plus seulement, en fait, un agrément. Comme le montre la diapositive, cette logique d'agrément était de rigueur, en fait, au début du XXe siècle. La nature ou les espaces verts urbains avaient, en fait, une fonction d'embellissement des villes. Puis elle a permis de combler des espaces délaissés ou a servi à des fins en fait de séparation des habitations au moment notamment de la construction des grands ensembles. Au cours du XXe siècle, cette nature en ville devient petit à petit un invariant en fait de la construction du cadre de vie, mais toujours en qualité d'équipement urbain, essentiellement à vocation sociale. C'est très récemment finalement que le rôle écologique des espaces verts commence à être pris en compte dans la planification urbaine, au même titre en fait que les fonctions sociales et urbanistiques. Donc on arrive, si vous voulez, à une vision écologique des espaces de nature en ville, mais du coup cela pose évidemment beaucoup de questionnements. Alors nous allons nous attarder plutôt de savoir quels sont les rôles, les fonctions que joue la nature en ville. Vous pouvez passer la diapo, merci.
Alors, cette nature, elle offre de nombreux services. Ces différents rôles et fonctions sont indispensables au bien-être en ville. Avec le contexte actuel de réchauffement climatique et d'érosion de la biodiversité, ça pousse en fait les villes à reconsidérer la place de la nature dans leur aménagement. D'autant que les épisodes caniculaires en fait, de ces dernières années ont provoqué, si vous voulez, des montées de température très importantes dans les milieux urbains, notamment ceux dépourvus de végétation, mais j'y reviendrai. Les populations résidentes, notamment les plus fragiles, ont été du coup en difficulté sanitaire. C'est donc devenu aussi plus récemment une demande sociale forte qui a été révélée par la crise Covid avec ces temps de mobilité restreinte qu'on a tous connus. Les citadins sont de plus en plus nombreux en fait à vouloir avoir accès à la nature à proximité immédiate de chez eux. Vous pouvez passer la dia s'il vous plaît. Alors évidemment, lorsqu'on aménage des espaces publics avec de la végétation, il faut bien comprendre que nous avons une responsabilité vis-à-vis de cette nature. Cet auxiliaire, c'est un être vivant, hein, donc on a une responsabilité notamment dans sa gestion, mais pas que. Il est important de considérer notamment les essences que l'on plante pour éviter par exemple tout conflit avec les populations riveraines et plus largement avec l'environnement immédiat. Du coup, la métropole, par exemple, en 2018, a sorti un guide de gestion des espaces de nature. Et la commune d'Orléans, me semble-t-il, c'était en 2013, avait sorti un guide d'aménagement de l'espace public. Ces deux guides, en fait, permettent d'avoir des bonnes pratiques sur la gestion des espaces de nature, notamment pour la mise en place d'une gestion différenciée et la prise en compte aussi des besoins des différents végétaux, entre autres. Vous pouvez passer la diapositive suivante. Donc, pour appréhender, si vous voulez, le sujet, il faut caractériser cette nature. Il va falloir savoir où elle se trouve, quel est son couvert végétal, quel est son rôle par rapport aux besoins évoqués précédemment. On a constaté donc qu'aujourd'hui, à l'agence, qu'il n'existait pas de base de données suffisamment précise en fait, pour localiser et caractériser finement la nature au sein du tissu urbain. Du coup, pour combler un peu ce manque de données, nous avons développé en fait un outil pour caractériser la végétation en ville qui est basé sur le traitement de photos aériennes en infrarouge. En fait, nous avons réussi à extraire la végétation grâce à un traitement de l'image et on a pu distinguer, si vous voulez, les surfaces herbacées des surfaces arborées arbustives. Globalement, les résultats sont plutôt encourageants et ça a plutôt bien fonctionné. Simplement, nous avons quelques erreurs qui sont souvent liées notamment aux effets d'ombre portée de certains bâtiments ou encore de certains arbres qui créent des ombres. Mais bon, à partir de cette donnée, si vous voulez, on a pu croiser cela avec le cadastre afin de définir à l'échelle de la parcelle et sur l'ensemble de la métropole le pourcentage de végétation à la parcelle. Donc, si vous voulez plus de détails techniques, vous pouvez vous référer au site de l'agence d'urbanisme. On a une publication qui est sortie sur ce sujet-là en début d'année. Vous pouvez passer à la diapositive. Alors voilà, une autre vision un peu du territoire d'Orléans Métropole. Donc à gauche, la base de données Canopée et à droite, le cadastre vert 2016. Et donc, cette méthode que nous avons mise en œuvre et les bases de données donc, qui en résultent permettent du coup d'alimenter les réflexions de l'aménagement en ville. Ça permet également de contribuer à construire certaines modélisations futures, notamment sur les îlots de chaleur, les îlots de fraîcheur urbains, sur la trame verte et bleue urbaine, etc. De plus, ça permet aussi de mettre en place des indicateurs type indicateurs d'évolution à des échelles fines, à l'échelle parcellaire. Donc, comme vous pouvez le voir, on a exclu les espaces agricoles de cette analyse qui était voulue. Voilà, ainsi que l'hydrographie. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, on a poussé l'analyse un peu sur la commune d'Orléans avec cette méthode. On compte donc sur les 2766 hectares de la commune. On obtient 1175 hectares d'espace de nature au sein de la commune d'Orléans, dont environ 660 hectares de canopée arborée et environ 500 hectares de canopée herbacée. La part du coup de la nature en ville sur la commune est de 42%. À l'inverse, on a fait le même traitement pour les surfaces imperméabilisées et donc on s'est rendu compte qu'on avait 1351 hectares de surfaces imperméabilisées, ce qui donne une part de 49%. Alors, dans les calculs, il reste 240 hectares qui sont affectés en fait à l'hydrographie et aux espaces agricoles. Voilà. Vous pouvez passer la diapositive suivante, s'il vous plaît. À présent, en fait, avec cette base de données, il est possible d'appréhender la place de la végétation en ville et du coup de tenter d'analyser son rôle sur les températures et l'ambiance thermique urbaine. Donc, vous pouvez passer, merci. Pour appréhender cette question, il faut du coup avant tout savoir où regarder, où potentiellement se localisent en fait les îlots de chaleur urbains.
Alors, ces îlots de chaleur, ils ont différentes origines, soit naturelles, comme par exemple les facteurs naturels qui créent des îlots de chaleur, ça peut être le climat, les saisons, la topographie, les conditions météorologiques, l'ensoleillement, etc. Mais on a également des facteurs humains, tels que la forme urbaine d'un quartier ou même à l'échelle d'un bâtiment, le choix des matériaux et des revêtements, l'imperméabilisation des sols, et là aussi la chaleur anthropique de certains bâtiments industriels ou encore évidemment les transports. Donc nous avons quand même tracé le profil des températures ressenties au sol en fonction de l'usage du sol sur la métropole. C'est le trait que vous voyez, le diagramme en bas, en prenant comme exemple les canicules d'août 2016 et 2019. Donc on remarque qu'il y a de fortes variations et des pics de température au niveau des zones d'activité, par exemple, ou de l'hypercentre. Ça me fait rebondir sur les cartographies juste au-dessus. On peut voir par exemple des écarts très importants de température entre la zone d'activité en rouge, où on atteint des 41 degrés, avec le boisement juste à côté à 24 degrés. Donc on a là 17 degrés d'écart, ce qui est énorme. Et de la même façon, si on zoome sur le centre historique d'Orléans, on se rend compte de différences de température avec un 31 degrés là où c'est le plus rouge et par exemple le parc Pasteur où on a un écart de 5 degrés ou même encore la Loire qui est encore à des températures plus basses. Vous pouvez passer la diapositive suivante. Donc, afin de voir le rôle en fait de la nature sur la température en milieu urbain, on a avant tout caractérisé en fait les températures ressenties au sol. Donc pour ça, on a effectué des traitements spécifiques sur des images satellites Landsat 8. C'est un satellite qui a comme caractéristique en fait d'avoir un capteur thermique infrarouge. Donc on a pu isoler 2 images qui étaient exploitables au mois d'août 2016 et 2019. Là, on n'avait pas de problème de couverture nuageuse ou autre. Et donc en travaillant, si vous voulez, sur ces 2 images, on a pu extraire l'ensemble des températures ressenties au sol. Ainsi, on a pu on a pu rapidement se faire une idée, si vous voulez, des secteurs les plus chauds qui sont en rouge orangé sur la carte, des secteurs les plus froids en vert bleu. Donc la précision est de 30 mètres. C'est des données gratuites, téléchargeables sur le site de l'Institut géologique américain. Et donc c'est une méthode, si vous voulez, qui est reproductible. Donc c'est intéressant d'approfondir. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc par rapport à cette distribution de la chaleur ressentie en ville, la végétation joue un rôle en fait fondamental. Elle a cette fonction, si vous voulez, de consommer de la chaleur et de rafraîchir l'air. C'est un peu ce que représente le schéma en bas à gauche. Donc, elle a un vrai intérêt dans l'ambiance thermique urbaine. Elle crée, si vous voulez, des îlots de fraîcheur. Mais l'îlot de fraîcheur peut aussi être réfléchi au moment de l'aménagement d'un quartier ou même à l'échelle d'un bâtiment. C'est la mise en œuvre, si vous voulez, de principes bioclimatiques. Par exemple, on va créer des logements qui vont être plutôt traversants que mono-orientés, ça veut dire on va pouvoir créer des courants d'air au sein d'un logement, on va créer des discontinuités ou des ouvertures dans les fronts bâtis en fonction des vents dominants, on va intégrer des espaces de nature au sein d'un îlot et en fonction de ces vents dominants pour venir rafraîchir le cœur de l'îlot. Et en plus, ce que montre pas le schéma à droite, c'est qu'il existe sur l'espace public de la végétation qui, elle aussi, joue un rôle fondamental au niveau de l'ombre, au niveau de l'évapotranspiration. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Alors, voici un exemple sur le croisement des relevés de température au sol avec la localisation de la végétation. Là, j'ai pris 2 boulevards orléanais au sud d'Orléans. Alors, cela révèle, si vous voulez, le rôle régulateur de la végétation en ville. Les 2 cartes illustrent cette corrélation. On a sur l'axe nord-sud de gauche, on constate la présence d'un alignement d'arbres, d'un tissu urbain avec de nombreux jardins végétalisés en arrière du front bâti et une morphologie du front bâti qui n'est pas totalement continue. Il y a des ouvertures à différents endroits. Sur ce premier boulevard, la température au sol enregistrée avoisine à peu près 23 degrés. À environ 250-300 mètres sur l'axe nord-sud de droite, le boulevard en fait ne dispose pas d'alignement d'arbres. L'épaisseur de végétation dans le tissu urbain en fait est moindre, voire inexistante à certains endroits. Le front bâti, lui, pour le coup, est vraiment continu et les températures ici, du coup, vont atteindre les 26 degrés. On peut donc estimer, si vous voulez, compte tenu de la proximité des 2 axes, des morphologies bâties, que cet écart de température de 3 à 4 degrés par endroit est vraiment significatif et lié notoirement à la présence-absence du végétal. Donc voilà, si vous voulez, ces 2 outils fournissent en fait des informations précieuses sur des secteurs en enjeu où les solutions fondées sur la nature contribuent à améliorer le cadre de vie des populations. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît.
Évidemment, il y a d'autres fonctionnalités, j'aurais pas le temps de toutes les citer, mais du coup, la seconde, c'est la fonctionnalité écologique de ces espaces de nature. Comment ces espaces s'intègrent dans le réseau écologique global, comment peuvent-ils être un support à la biodiversité. Donc, cette base de données de la végétation en ville va permettre également de travailler sur le réseau écologique en milieu urbain. L'agence d'urbanisme travaille actuellement sur la mise à jour de la trame verte et bleue d'Orléans Métropole. La trame verte et bleue, en fait, ça correspond, si vous voulez, au réseau écologique global dans lequel les espèces vivent, se reproduisent, se nourrissent dans des secteurs qu'on appelle des réservoirs et se déplacent d'un réservoir à l'autre par le biais, si vous voulez, de corridors écologiques pour maintenir en fait un brassage génétique. Donc les espèces inféodées au milieu urbain ont les mêmes besoins. En travaillant sur leur déplacement, on peut véritablement comprendre les liens entre les espaces de nature en ville entre eux, d'une part, et les liens entre les espaces de nature en ville avec ceux en périphérie, et comprendre comment on peut intégrer la ville dans le réseau écologique global. Pour créer cette trame verte et bleue, on a décidé de partir sur une modélisation qui est basée sur la notion de perméabilité des milieux. Cette perméabilité, en fait, correspond à l'attractivité du milieu pour l'animal et la facilité avec laquelle il peut s'y déplacer. On crée ce qu'on appelle des cartes de dispersion par espèce représentatives d'un milieu en fonction de l'occupation du sol qu'elle traverse. Et ensuite, on va venir modéliser les corridors écologiques théoriques. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Voilà un petit extrait, par exemple. Nous avons commencé ce travail donc, de simulation, avant tout par les milieux boisés, les milieux humides et de cours d'eau d'Orléans Métropole. Et à présent, nous sommes intéressés à simuler le déplacement d'espèces représentatifs du milieu urbain, tels que l'écureuil ou le hérisson, en ajoutant à la modélisation, donc évidemment, cette nouvelle base de données. Donc, comme on peut le voir, l'ensemble de la végétation en ville, qu'elle soit publique ou privée, contribue véritablement à la dispersion d'espèces au sein du tissu urbain. Et il existe des secteurs isolés qui nécessiteraient d'être reconnectés au réseau global, mais c'est ce que nous étudions, si vous voulez, ensuite, les obstacles au déplacement de ces espèces et trouver les parcours préférentiels, les corridors à renforcer ou à créer, par exemple. Donc, ce travail de modélisation est en cours. Il doit être évidemment complété avec d'autres espèces de guildes différentes, telles que les oiseaux, les insectes, etc. Et donc, pour finir, vous pouvez passer à la dernière diapositive. Je voulais juste rappeler que ces questions de nature, de proximité, mais aussi le rôle de la nature pour rendre plus résilients nos territoires, est traité dans le schéma de cohérence territoriale de la métropole orléanaise. Ce document, en fait, projette la métropole jusqu'en 2035 et impose des prescriptions, des règles aux documents tels que les plans locaux d'urbanisme métropolitain. Voilà, je repasse la parole à ma collègue. Merci de votre attention. Donc, pour finir notre intervention, là, on va revenir sur les actions de réaménagement de l'espace public, donc le processus de réappropriation, l'occupation temporaire, l'action artistique et une approche de diagnostic partagé. Nadia, s'il vous plaît. Donc, sur la question de la réappropriation de l'espace public, donc là, sur ces deux images, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'espace, finalement, pendant des années, il était plutôt, si vous voulez, c'était une fonction d'abord par rapport à la mobilité automobile. Donc, la ville qui normalement est ouverte sur son fleuve, ben, elle était en fait coupée de son fleuve par rapport à toute cette appropriation donc, de l'espace public par l'automobile. Et l'idée, c'était donc vraiment de travailler sur une réappropriation d'un espace qui a été relégué par donc, de nouveaux usages. Et aujourd'hui, si vous voulez, les quais de Loire sur Orléans, c'est plutôt donc, des espaces qui… Donc la voiture a été bien sûr virée et puis on organise le Festival de Loire, on s'y promène. Donc il y a aussi, les jeunes peuvent se retrouver donc, pour donc, des activités culturelles, mais aussi de partage les soirs, donc surtout donc, pendant l'été, enfin les journées de beau temps. Donc, l'autre dia, s'il vous plaît. Pareil, toujours par rapport à cette question de réappropriation et d'aménagement donc des espaces publics. Là, sur la métropole, c'est l'exemple donc de la RD 2020. Donc, c'est un axe qui traverse la métropole sud-nord. Et en fait, il y a eu déjà une première action pour de nouveaux usages et d'appropriation donc de cette RD avec la ligne A du tram, où vraiment une nature est arrivée. On a réduit de la place de la voiture et puis on a redonné donc de l'espace pour d'autres mobilités.
Et puis donc récemment, la partie sud de la RD 2020 où en fait l'espace était en rupture par rapport à toutes les fonctions, c'est-à-dire que les piétons étaient relégués à travers une passerelle piétonne et puis tout le reste, on était sur un tuyau donc destiné d'abord à l'automobile. Et aujourd'hui, donc, sur cette partie sud de la RD 2020, un jardin des plantes qui s'est retourné et qui s'est ouvert sur cet axe. Donc, on a tout de nouveaux usages, pistes cyclables, liaisons piétonnes, un parvis donc d'espace aménagé, enfin espace vert qui accompagne l'entrée, la nouvelle entrée du jardin des plantes. Et puis, bien sûr, même des œuvres d'art et tout qui se sont installées le long de cet axe. La prochaine dia. Donc, par rapport à la question toujours de réappropriation, et là, on est plutôt sur des occupations temporaires. Donc, ça va de ce qu'on appelle une action, le parking day. En fait, l'espace privatisé par la voiture, il est repris par, donc, par le public. Et donc, enfin, juste un week-end, on organise, donc, on s'installe, on pique-nique, on lit des livres, on partage. Donc, du coup, la place elle devient un lieu de sociabilité et d'échange. Il y a aussi, bon, les artistes s'approprient des friches pour une expression donc, du Loire Art Show. Donc, c'est une occupation, là, c'est la vinaigrerie qui est destinée à accueillir un équipement culturel à terme. Un autre exemple, bon, c'est une impasse, donc ça, c'est sur Bruxelles, une impasse qui au départ était destinée qu'à la voiture et que les habitants n'échangeaient pas, n'avaient pas de partage ni de lien social. Et puis un jour, ils se sont décidés, ils ont créé donc un jardin partagé où donc on échange sur les graines, sur une autre manière de consommer. Voilà, donc du lien social et du partage. Et pareil, toujours par rapport à l'action aussi artistique dans l'espace public. Là, pareil, sur Orléans, donc au rythme de déambulation, donc c'est un mur qui est donné aux artistes et tous les mois, donc c'est un artiste qui s'exprime. Et donc voilà, c'est une action éphémère, mais en même temps, donc c'est aussi la culture dans la ville. C'est aussi à l'occasion d'un festival de Loire sur un jardin. Bon, il y a des artistes qui se sont exprimés ou alors aussi du théâtre de rue. Donc toujours finalement l'espace public, aujourd'hui, donc il participe à ce que de nouveaux usages et une réappropriation par les habitants et les artistes donc de sa fonction. Et puis pour finir, donc là, c'est en fait décrire une approche par rapport à un diagnostic partagé. Donc là, c'est une approche sociotope. Elle a été expérimentée donc par un urbaniste en Suède. Et l'enjeu, en fait, c'est travailler sur les espaces ouverts, donc dans le territoire, enfin. Et l'idée, si vous voulez, c'est travailler sur les pratiques, sur les usages et par la suite, bien sûr, donc on a des usagers, on a des experts pour arriver donc à une proposition donc d'aménagement des espaces, donc, mais avec, si vous voulez, le partage avec les habitants. La dia qui voilà. Et pour finir, donc c'est juste pour dire que dans cette approche finalement sociotope qui part donc des espaces perçus, pratiqués par les usagers, c'est aussi donc une approche qui permet d'introduire, si vous voulez, les usages sociaux dans le cadre d'une approche trame verte et bleue. Donc, pour compléter un peu l'approche d'Adrien, et donc par rapport à toute cette analyse, donc à travers des outils techniques et des outils qu'il a développés donc, à l'agence, il y a aussi, donc, à travers cette démarche, on peut aussi introduire les usages sociaux et donc traduire aussi dans une démarche trame verte et bleue. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Merci pour votre assistance. Merci beaucoup. On voit les co-bénéfices des solutions fondées sur la nature qui apparaissent avec tout votre discours, en particulier celui d'Adrien Pagé. On voit qu'en fin de compte, et ça rejoint des questions qui arrivent aussi sur la place de la nature et par rapport à la santé. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, je suis heureux d'accueillir Adrien Gros pour nous parler des sécheries de Bègles, qui est un parc habité. J'ai eu le plaisir de visiter.
dans lequel on se sent bien. Adrien Gros, je vous laisse la parole. Bonsoir, merci pour cette introduction. Je vais vous faire part du coup plutôt d'une expérience d'aménageur, puisque Aquitanis, c'est en plus d'être bailleur social de Bordeaux Métropole, aménageur de projets urbains depuis plus de 20 ans et d'une réalisation effectivement à Bègles assez particulière et pour vous dire un petit peu sur quoi cette particularité peut être fondée, on a pas mal parlé de la place de la voiture, forcément quand on parle d'espace public, et ce sera une autre façon de l'illustrer, je pense. Alors normalement, j'ai le contrôle, voilà, tout va bien. Donc on est effectivement au sud de l'agglomération, à Bègles, un des projets sur lesquels Aquitanis a poussé un peu loin certains sujets liés au développement durable et à la transition, et qui s'inscrit dans un projet de mandature de Bordeaux Métropole, avec une vigilance sur le prix des logements, mais surtout sur la préservation de la qualité de vie. Vous voyez que ce projet de mandature, il est de 2014 à 2020, mais c'est pour vous donner quelques éléments un petit peu de contexte et d'une autre thématique à cette époque-là, un peu après 2014, on est dans les années 2015-2016, sur l'identification de 55 000 hectares qui composent des espaces naturels de la métropole bordelaise. Puisqu'à Bègles, ce site des sécheries que vous voyez donc ici en jaune est juste à côté d'une série d'espaces verts, alors privés ou publics, hein, certains sont des domaines un château, par exemple, privé ici, d'autres sont des équipements sportifs, on a une plage qui constitue ce que Tania Conco qualifiait de delta vert et qui relie la Garonne à l'est, du parc de Mussonville à l'est, et le long d'un ancien estet, l'estet de Franc, qui est en partie canalisé, en partie aérien. Historiquement, sur ce site dont je vais vous présenter, on séchait de la morue. Vous voyez quelques exemples ici. On était hors d'eau, du coup, on avait remblayé le site pour ne pas être touché par les crues. Et on entreposait les morues pour faire tomber le sel. Donc un site qui était très salin. Et d'ailleurs, on s'est posé la question aussi, on a dû tester un petit peu nos essences et nos plantations pour qu'elles soient adaptées à ce milieu un peu particulier qu'avait laissé l'industrie dans les années passées. C'est un très ancien projet. Ce projet, il a commencé à émerger dans les années 2000. À cette époque-là, les élus béglais voulaient des petites maisons avec des voiries, une forme de lotissement un peu plus qualitatif, mais où on vient se garer avec sa voiture au plus près de la maison. Quand dans les années 2010-2012, on reprend ce projet, puisqu'il était en stand-by, puisque les terrains n'étaient pas maîtrisés encore par la collectivité, et bien on a la chance de pouvoir revoir la copie avec des élus qui ont envie de remettre en jeu ce sujet-là, et une métropole qui, entre-temps, aussi est devenue plus vigilante, notamment sur les questions de biodiversité, donc de regarder le projet aussi sous ce prisme-là. Donc on a remis tout le monde autour de la table. Ce qui est un peu atypique, c'est qu'on s'est appuyé sur le Arc en Rêve, qui est un centre d'architecture local. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça sur le territoire national pour réénoncer la commande. Il n'y a pas de bon projet sans bonne commande, autant pour moi. Et ce projet urbain, il avait besoin d'être réénoncé par les élus et les techniciens des collectivités en premier lieu. Et donc, on a refondé ce qui était important pour nous, les intentions qu'on devait ensuite transposer à la réalité. Donc, vous voyez quelques grands thèmes, je ne vais pas le détailler, mais on parle beaucoup de la qualité du logement, on parle beaucoup de la relation à la ville et surtout comment le logement s'installe dans un nouveau paysage. Ce qui était important pour nous, c'était de venir compléter l'équipe historique. Donc, c'est Alain Charrier que vous voyez à gauche qui a travaillé depuis les années 2000 sur ce projet-là. Et en 2010, on a souhaité, et d'ailleurs il nous l'a proposé aussi, de s'adjoindre les services de paysagistes, donc Trouillot et Hermel que vous voyez à droite, et qui ont permis de remettre la question du paysage en préalable. Les projets urbains sont souvent confiés à des architectes et urbanistes, donc c'est le bâtiment qui structure la pensée, qui structure l'espace. On a voulu inverser ça en proposant que ce soit l'espace public, le parc, qui viennent composer le projet et dans lequel on vient ensuite installer des constructions. Ça, c'est l'idée. Ce n'est pas une image contractuelle, donc c'est illustré par Diane Berg de ce qu'on a voulu mener, c'est-à-dire des logements
collectif. On regarde les valeurs de la maison individuelle, on essaye de trouver ce qui est intéressant dans cette maison individuelle, son accès individuel, la possibilité d'évoluer, la possibilité d'avoir un espace pour le garage, la possibilité d'avoir un jardin surtout, mais dans une forme un peu plus collective, donc d'immeuble pour le coup, qu'on vient déposer dans ce parc, qui est un parc habité, voilà, merci, et dont on va voir comment il s'est constitué, puisque en 2010, la première proposition d'Alain Charrier et des élus, c'est on va proposer un parc habité, on va prolonger le parc de la mairie, on est juste à côté pour venir en proposer des logements sur ce parc. Tout ça est une vue de l'esprit puisque vous voyez la tête du parc au moment où on démarre juste les travaux sur ces anciennes terres de morues, donc assez asséchées avec très peu de végétation. Sur une grande partie du site, vous devinez au loin le parc de la mairie qui, lui, par contre, a une toute autre qualité et donc une nature qu'on va devoir réinstaller. Là, parfois, elle est déjà installée. On a des sujets très importants. Donc, on vient essayer aussi de garder tous les arbres qui sont présents et donc d'installer des constructions en fonction de ce qui préexiste. Et puis, pour créer un parc, il fallait gérer cette question de la voiture. Et ce que vous voyez un peu en arrière-plan ici et que vous voyez achevé là, c'est un parking en superstructure, donc un parking qui contient l'ensemble des véhicules de tout le projet. Pour réaliser ce parc sur l'ensemble de cet espace vert qui fait à peu près 9 hectares, 450 logements, toutes les voitures viennent se garer ici. Du coup, toutes les voies autour ne sont plus des rues au sens trottoir, enrobé, lampadaire, mais redeviennent des allées de parc. Vous verrez quelques images, et notamment ici, là où le monsieur se promène, c'est une rue. Et donc, ce sont des espaces partagés où le piéton et le vélo sont prioritaires. La voiture passe quand elle a la possibilité et elle attend. On peut bien sûr se rapprocher de son logement pour aller déposer ses courses, pour faire tout un tas de choses, mais on vient garer son véhicule au milieu et donc l'ensemble du site est libéré de cette emprise de la voiture qui dicte beaucoup de choses dans nos villes et dans nos quartiers sur la façon d'aménager l'espace ensuite, de lui laisser de la place, de la sécurité, de la signalisation, etc. Dans ce parc habité, on voulait aussi qu'il soit puisque avec Arc en Rêve, on a travaillé sur, on a beaucoup, nos intentions sont beaucoup portées sur l'usage futur, c'est-à-dire quelle est l'ambiance de vie qu'on veut réaliser, que doit porter ce parc, ces logements, et pour le transmettre à ses futurs habitants et pour pas finir la partition à la fin quand on livre et tout est fini, on voulait se laisser le temps avec les habitants qui commençaient à venir sur ce parc au fur et à mesure qu'ils achètent des logements, au fur et à mesure qu'ils deviennent locataires. On a une mixité de produits entre du locatif social, de l'accession sociale et des logements en accession libre. Et on a confié à 2 degrés, qui sont ces 2 jeunes Bordelais qui s'étaient fait connaître sur leur satire du Grand Paris qui s'appelle Le Petit Paris, qui est un livre qui est encore en librairie et puis qu'on continue leur boîte d'édition. Et en parallèle de ça, ont développé leur structure de médiation pour accompagner finalement l'installation des gens, des habitants dans un quartier et passer la main entre cette intention qu'on avait eue avec Arc en Rêve, tous ensemble, mais sans avoir les habitants sous la main, puisque même si aujourd'hui on sait faire un peu d'habitat participatif, on imagine se projeter à 3-4 ans. Là, on savait que ce qu'on était en train d'élaborer, c'était 5 ans plus tard. On ne trouve pas grand monde qui est capable de se projeter 5 ans plus tard sur un projet d'habitat. Donc, on a fait sans ces habitants et les habitants sont venus progressivement et donc il a fallu transmettre ces intentions et vous voyez quelques exemples ici ou d'autres là à l'automne de venir planter des bulbes et de venir avec ces futurs habitants commencer à coloniser le parc et à le faire leur. Pour dire aussi qu'on n'est pas dans l'ornement, on n'est pas dans le jardin de Versailles, on est bien dans un parc à vivre et dont on souhaitait qu'ils se saisissent le plus possible, et avec des aménagements qui n'étaient pas achevés, et donc sur lesquels on a ensuite travaillé avec eux pour venir compléter, finaliser, préciser un certain nombre d'espaces. On a ces allées, mais on a aussi 3 jardins dans ce grand parc habité, 3 espaces, un verger,
un autour de la Morue Noire, qui est un ancien collectif d'artistes et l'ancienne et dernière sécherie, et puis un autre un peu plus petit qui est le prolongement du parc de la mairie. Et puis on est venu concrétiser ces aménagements avec eux. On s'est laissé un petit budget participatif à l'époque, comme beaucoup de villes le font maintenant, pour être en capacité, nous, aménageurs, de financer des structures et des compléments d'aménagement en fonction des volontés qui pouvaient émerger de la communauté d'habitants qui commençait à venir sur les lieux. Toujours avec 2 degrés aux manettes. On est ici à côté de la sécherie, la dernière en béton. Alors, les premières étaient en bois, les toutes dernières en béton, et donc celles qui ont survécu au temps sont plutôt celles qui sont en béton. Et ici, le dernier bâtiment du coup qui va être reconverti, celui-ci, puisqu'il est conservé. Et donc ce parc, il devient un lieu de vie, un lieu d'espace. Et là, c'est l'association de quartier, puisqu'une association qui s'est constituée, qui vient l'occuper de temps en temps pour passer des moments agréables, pour faire des échanges de plantes, de graines. Et maintenant, on n'a plus besoin de 2 degrés puisqu'on a passé le flambeau, et c'est maintenant à la communauté des habitants qui le vivent de se l'approprier, de le faire bouger, de compléter, de planter, voilà, de le vivre comme un grand jardin collectif. Vous avez quelques exemples ici des potagers notamment qu'ils ont pu, dans le cadre d'un budget participatif, compléter sur le parc. Et je vous laisse voilà, quelques images pour venir clôturer ce petit voyage en terre béglaise. Vous voyez l'attention là qui est portée aux bâtiments, à leur évolutivité sur les celliers, les jardins aussi derrière, les balcons derrière sont aussi évolutifs pour être fermés plus ou moins. On peut accéder au toit et l'ensemble des espaces est effectivement privé de voiture. La voiture peut venir là, mais une fois qu'elle a déchargé, elle repart se garer. Voilà cette petite histoire. Le quartier est quasiment fini. Les dernières constructions sont en train d'être livrées pour l'année prochaine. Et effectivement, il s'y développe une atmosphère assez particulière, assez silencieuse, assez sereine et très végétalisée. Cette question du stationnement à distance a été au début une vraie difficulté pour les opérateurs privés quand ils vendaient les logements, devoir expliquer que la place de parking n'était pas sous le bâtiment mais à distance. Et en plus, on a souhaité que ce parking soit évolutif, c'est-à-dire que si demain, il y en a moins de voitures à Bègles ou dans ce quartier, qu'il puisse se transformer. Techniquement, il peut se transformer. Il fallait aussi qu'il reste un ouvrage public, puisqu'une copropriété, sinon, vous imaginez bien, de 350 logements aurait été compliqué à gérer dans 10 ans, dans 20 ans pour la faire bouger. Et donc, c'est un opérateur public qui a réalisé ce parking, ce qui est l'opérateur de stationnement de Bordeaux Métropole. Donc, on n'est pas propriétaire de sa place, on vient louer des places. Donc, vous comprenez qu'il y a eu double changement de culture, puisqu'on n'est pas propriétaire. On a un droit de jouissance pendant 20 ans avec des charges, bien sûr, pour participer à l'entretien de ce parking. Donc, tout ça, il a fallu effectivement l'accompagner. La contrepartie, bien entendu, c'est de libérer tout le reste des espaces et de donner les 9 hectares 5 aux piétons, aux enfants, aux vélos et que sais-je, et à tout ce qui peut s'y produire derrière. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions ou Philippe, si vous voulez quelques compléments, je suis à votre écoute. Merci beaucoup. C'est vraiment un endroit qui respire la sérénité quand on passe dans ce parc planté, pour l'avoir vécu. Et on sent vraiment l'aspect convivialité et l'aspect participatif et collaboratif des projets partagés avec les habitants. Donc, j'ai quelques questions qui remontent de nos participants. Une question peut-être pour l'agence d'envestissement pour Topos. Spectateur, comment associer en fin de compte la problématique de la santé à vos travaux? Comment vous associez la problématique de la santé à vos travaux? Peut-être pour Adrien Paget ou pour Hervé Olivier? Je veux bien répondre. L'agence aujourd'hui développe un observatoire de la santé à l'échelle de la métropole et bientôt à l'échelle des territoires de l'Orléanais, donc des 126 communes qui sont couvertes par l'agence. Spécifiquement aujourd'hui sur la question des températures, comme je l'ai vu dans la question, il est compliqué de faire la relation entre les deux.
donc entre cet observatoire de la santé et puis les données température, dans la mesure où avoir des notions sur l'état de santé de la population, individu par individu, c'est des données qui existent peut-être, mais qui sont impossibles d'accès. Donc, de ce point de vue-là, c'est un peu complexe. Par contre, effectivement, on travaille sur la construction d'indicateurs qui sont sur la notion d'environnement, donc environnement au sens global, dont la question des températures fait partie effectivement, de la même façon que les jours de pollution atmosphérique, etc., etc., et qui sont des indicateurs qui sont importants parce que finalement, 80% de l'état de santé d'une population est lié d'abord à son environnement physique. Voilà. J'ai des questions, une question qui est fléchée pour M. Paget, puisque c'est écrit dans le texte, en fait, qui demande en fin de compte, est-ce que dans l'aspect construction des quartiers neufs, comment est pris en compte dans la problématique de l'îlot de chaleur-fraîcheur à Orléans en ce moment? Alors, je suis pas le mieux placé pour répondre à cette question parce que bon, c'est vrai qu'à l'agence d'urbanisme, on fait plus de projets urbains à proprement dit. On n'est plus on est dans l'observation et la prospective, si vous voulez. Et du coup, là, je pense qu'il faudrait effectivement interroger plutôt les services d'aménagement de la métropole, mais néanmoins, dans les documents d'urbanisme, comme je l'ai montré sur ma dernière diapositive, qui est finalement la traduction réglementaire de ce que j'ai présenté, quelque part, ces éléments de prise en compte de la température en ville et de la végétation vont, en tout cas, à horizon 2035, être pris en considération dans les différents projets d'aménagement. Logiquement. Je rajouterais que c'est déjà le cas dans le cadre de l'élaboration du PLUM. Oui, tout à fait. Ce sont des éléments qui sont déjà indiqués dans le cadre de l'élaboration. Alors après, à l'échelle orléanaise, il y a très certainement des nouvelles constructions d'équipements qui ont dû être conçus avec ce type avec des principes de bioclimatisme, très certainement. Peut-être Nadia, tu en connais. Je pensais à l'Argonaute, mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, il y a certainement des nouveaux équipements publics qui ont certainement dû avoir eu un traitement particulier sur ces questions de confort thermique. Nadia Ardaoui, vous voulez réagir? Je vois que le micro est coupé. Je n'ai pas plus d'informations qu'Adrien par rapport, mais c'est vrai que bon, la question du bioclimatique maintenant fait partie des éléments que les équipes prennent en compte dans le cadre des projets d'architecture. Bon, après, j'ai les commentaires qui disent en fait que la soirée était très intéressante et nos spectateurs ont beaucoup appris. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle. Et une question qui parle aussi de l'entretien des espaces, en fait. Est-ce que quand on crée un espace végétalisé en ville, bien sûr, je suppose qu'il y a des coûts inhérents à l'entretien. Donc, un inspecteur demande en fin de compte si ça c'est chiffré pour regarder la maintenance avec ce type d'espace vert quand on en crée un. Si je peux parler pour l'expérience de Bègle, effectivement, c'est la difficulté de beaucoup de collectivités aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple de gérer un enrobé, de venir le remplacer au bout de 20-30 ans que d'entretenir régulièrement pendant l'année des espaces verts. Maintenant, dans les collectivités qui s'outillent pour bien gérer ce type d'espace, on a des bons professionnels qui, en face, savent justement identifier quel type de plantations sont gérables. Typiquement, une pelouse, on sait qu'on va venir la tondre en période estivale très régulièrement. Ce que vous avez vu sur les sécheries, c'est que de l'arbuste, c'est que des arbres. Il y a quelques espaces de pelouse et c'est principalement sinon des espaces qu'on laisse pousser et qu'on laisse vivre. On vient normalement 2-3 fois dans l'année, c'est suffisant. C'était un élément de réussite est indispensable, en tout cas une commande indispensable, que de faire en sorte que l'entretien soit raisonnable. Bien sûr, il y a un entretien, mais il faut qu'il reste raisonnable et le choix des essences, le choix des plantations, etc., il contribue pour l'arrosage aussi, typiquement, de trouver des espèces qui se satisfont du sol et des conditions climatiques. Si je peux rajouter quelque chose, pour moi, ça fait écho à ce que disait Adrien tout à l'heure sur la notion de responsabilité. C'est-à-dire que quand on met du végétal dans la ville, la question de son entretien, de son utilisation est fondamentale, de son respect.
est fondamentale. Et finalement, il faut s'appuyer sur toutes les ressources possibles, y compris la participation des habitants à cet entretien et comment dire, la notion de réappropriation ou d'intégration, comme dans l'exemple qu'a présenté M. Gros tout à l'heure, est absolument fondamentale. C'est-à-dire que la notion de passage de relais est essentielle dans la mesure où ce qu'on apporte en éléments de projet, en termes de végétaux intégrés au projet, eh bien, ce n'est pas juste quelque chose qui est pensé par un paysagiste et qui doit être posé là et vivre sa vie tout seul. C'est derrière le projet, le relais du projet est pris par les populations, donc d'abord parce qu'elles y sont intégrées, mais aussi ensuite en termes de gestion et d'entretien, puisque quelque part, il pérennise l'ensemble du végétal qui est présent. Une question peut-être pour Adrien Gros, par rapport en fin de compte à la prise en charge de la participation des habitants. Est-ce que, présent la dynamique, une fois que l'équipe d'animateurs est partie, est-ce que la dynamique est bien instaurée et est-ce qu'il y a un passage de témoin entre les différents habitants quand ils quittent le lieu, que d'autres arrivent? Est-ce que vous sentez cette dynamique, en fin de compte, ce désir d'appartenance à un lieu et de fierté? Alors, il n'est pas général. Dans l'association, on a une part du quartier qui doit représenter un quart, la moitié. On garde une moitié qui vient y vivre sans participer particulièrement de la vie locale. Pour les autres, effectivement, leur idée est réellement de pouvoir transmettre, en tout cas de faire vivre cette idée de ce lieu atypique et des façons d'y vivre en organisant des événements tout simplement, en faisant venir la ruche qui dit oui, en mettant des aménagements complémentaires en place. On avait lancé maintenant tous les projets ont un espace sur les réseaux sociaux et donc sur Facebook, on avait en son temps aussi fait nous en tant qu'aménageurs une page. Ils nous ont demandé qu'on leur transfère cette page. Donc petit à petit, on est en train de leur donner tous les outils. Ça ne nous garantit pas qu'effectivement cette dynamique, elle perdure dans les prochaines années. Peut-être qu'à un moment, elle se tarira, peut-être qu'elle reprendra demain. Nous, ce qu'on a voulu laisser ou semer, c'est des espaces de possibilités, voilà, des espaces capables et qui laissent la place pour demain, pour si ce n'est pas cette association, si c'est d'autres personnes, qu'effectivement, ils puissent s'en saisir de la même manière. Je pense qu'il faut à un moment donné, de toute façon, avoir l'humilité de passer la main. C'est-à-dire que 2 degrés, ils étaient là pour lancer cette dynamique, pour les faire se rencontrer. On n'a qu'une obligation de moyens. Le résultat, c'est ensuite c'est la vie des villes. Et au niveau d'Aquitanis, en fait, est-ce que vous avez envie de renouveler l'expérience ailleurs? Alors, on me pose souvent cette question. Alors, je commence par répondre que ça ne peut pas être exactement la même expérience et la même image ailleurs, puisque chaque site est différent. Ce parc habité-là, il a peut-être pas forcément, il n'est pas aussi pertinent dans d'autres endroits de l'agglomération ou d'autres endroits de Nouvelle-Aquitaine. Je parle de Nouvelle-Aquitaine puisque c'est principalement la région sur laquelle on intervient. En revanche, les enseignements de méthodologie plutôt et de pas de côté qu'on a pu faire déjà en se disant que la question écologique, elle fonctionnerait que si elle est guidée par la participation et par l'engagement citoyen, c'est-à-dire qu'elle ne se pose pas ex nihilo, on ne met pas un logo écoquartier pour expliquer après aux gens comment ils doivent vivre dans un écoquartier. Je pense que l'écologie de la ville, elle se détermine et elle se pense avec ses habitants. Ça, c'est primordial. De remettre la question du paysage avant la question de l'architecture, même maintenant de mettre la question de l'écologie urbaine avant celle du paysage et de l'architecture. Donc de déplacer finalement les codes, de changer de culture, de changer de logiciel et de ne pas avoir peur effectivement d'aller au contact, puisque l'approche participative, pour nous, elle est aussi une façon de redescendre aussi de son bureau et de porter les projets avec des mots, avec des vrais mots et pas de se cacher derrière notre verbiage qu'on a urbaniste, souvent assez fort et souvent un peu fumeux. Et donc de parler vrai des projets qu'on veut mener, des spécificités qu'on veut apporter. Des fois, c'est aussi des contraintes, mais de voir en face que ça permet de produire. Enfin, quand on efface la voiture, quand on déplace la voiture,
forcément, il faut discuter, il faut vérifier derrière que c'est faisable et que ça amène réellement quelque chose. Donc, sur la forme, non. Personne ne nous a d'ailleurs demandé encore de faire le même projet ailleurs. Sur les principes, méthodologies, sur le changement culturel, oui, on est maintenant convaincus et on n'a pas envie de travailler autrement qu'on l'a pu le faire aux sécheries ou qu'on continue de le faire sur d'autres projets parce que chaque projet est une marche supplémentaire. Merci beaucoup. Bon, on a dépassé un petit peu l'horaire, mais je pense que la qualité des échanges et la qualité d'intervention a fait que c'était passionnant. On n'a pas pu passer le temps. Donc, moi, je vous remercie très sincèrement. Je vais laisser la parole à Julie Tessiot pour un petit mot de conclusion. Oui, tout à fait. Le temps que je remette le micro, pardon. Merci en tout cas aux différents intervenants d'avoir pris le temps de partager leurs connaissances et leurs retours d'expérience ce soir. Il y a eu des retours très positifs de la part des spectateurs. Donc voilà, encore merci pour vos présentations. Et puis donc, merci aussi à tous nos participants qui ont pu suivre ce webinaire. Je vais vous laisser la parole, Monsieur Labro, pour présenter les prochaines dates. Voilà, donc moi je remercie vraiment tous les participants parce que c'était passionnant et très complémentaire. On n'a pas trop répété, mais ça s'est trouvé très complémentaire entre le tour européen, voire international de la qualité des places publiques. On est revenu après sur l'Orléanais avec tous les projets de Topos et on finit avec Adrien Gros sur un exemple très concret en fait, d'un habitat collaboratif, voire participatif et d'un habitat en fin de compte qui était entouré de nature. Donc merci beaucoup. Alors le prochain rendez-vous, c'est, je regarde, le 16 février à 18h30, 20h, où on parlera donc de l'intelligence collective, renouveler nos approches grâce à l'intelligence collective. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous, passez une très bonne soirée et j'espère vous retrouver le 16 février à 18h30 pour la clôture de ces webinaires à ce jour. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Julie, je ne sais pas si vous êtes encore là. Oui. Oui, il y a un participant qui nous demande si il pourra recevoir l'enregistrement et ils seront disponibles sur la page que vous avez présentée tout à l'heure. Ils seront mis sur YouTube, effectivement, oui. Et les informations seront sur la page. D'accord, très bien. Merci. Bonne soirée. Pas de souci. Merci, bonne soirée également.